Tête de pioche. Il y a plus de 100 ans vivait dans l'arrière-pays lucernois un paysan que tout le monde connaissait sous le sobriquet de Tête de pioche. Plus personne ne se rappelait son nom véritable. Tête de pioche travaillait dans son village et fréquentait tous les marchés entre Aarau et Langenthal. Après quelques petits verres d'eau-de-vie, il racontait à qui voulait l'entendre ses aventures campagnardes et ses exploits de chasseur. Un jour, je suis allée à la foire de Fribourg. On m'avait dit que les vaches des Welsh étaient plus grandes que nos vaches brunes et qu'elles donnaient bien plus de lait. Il fallait que j'y aille voir par moi-même. Imaginez l'étonnement des gens de chez nous quand je suis revenue avec un troupeau d'immenses bêtes à cornes d'une force étonnante. Quand je lâchai mes vaches près de la frontière, elles allongeaient leur cou pour brouter de l'autre côté de la rivière en territoire bernois. Et elles me donnaient une quantité incroyable de lait. Je fus obligée de creuser un étang dans le verger pour y verser l'excédent de la traite. Chaque matin, j'allais recueillir la crème en bateau. À moi tout seul, j'approvisionnais la moitié du canton en beurre et en fromage. Et ce fut encore plus extraordinaire quand elles eurent vélé. Elles avaient en effet l'épi si gonflé que le valet devait les traire directement dans l'étang. Il arriva même que l'étang déborda. Quelle catastrophe, direz-vous? Mais non, au contraire. Cela fit un excellent engrais pour les champs et les vergers. L'herbe poussa si drue qu'elle devint plus haute qu'un homme. Cette année-là, les fruits furent si énormes que d'une cerise on tirait un chaudron de confiture et d'un grain de raisin 2 tonneaux de vin. Un soir, mon valet de ferme, Bachi, ramassait la crème quand son bateau a chaviré. Et le gaillard a coulé à pic dans le lac de lait. Toute la famille l'a appelé, l'a cherché, sans succès. À la fin, on a abandonné les recherches, pensant qu'il s'était noyé. Or, quelques semaines plus tard, nous étions tous assis autour d'une grosse couleuse où nous lavions le beurre. Quand tout à coup, le Bachi est sorti comme un fantôme du petit lait. Sans prononcer une parole, il a enjambé le bord du cuveau et s'est dirigé vers l'écurie. Si je ne vous dis pas la vérité, que le coucou me pique. J'avais aussi ramené de la foire une 50aine de gigantesques moutons. Chaque matin, je les envoyais en pâture. Je n'avais pas besoin de berger. Il me suffisait de leur dire de rentrer le soir à l'Angélus. Ils étaient si ponctuels que j'aurais pu régler ma montre sur eux. Et ils fournissaient une de ces laines. À 3 personnes, nous passions 2 semaines à les tondre. Pour faire sécher cette toison, nous devions l'étendre sur un champ en friche et la retourner comme on fait avec les foins. Quand la laine était sèche, nous en confectionnions d'énormes ballots que j'allais vendre à Burgdorf ou même plus loin. Partout, le long des routes, les passants s'étonnaient devant ce chargement qui s'accrochait dans les branches des arbres. Il fallait que j'engage des bûcherons pour émonder les platanes, et parfois même ils ont dû scier des arbres entiers pour que je puisse poursuivre mon chemin. Un jour, à Sursee, j'ai voulu passer sous la porte de la ville.
La voûte s'est soulevée de 10 centimètres et les gens avaient peur que toute la rangée de maisons qui s'adosse au rempart ne tombât comme un château de cartes. Heureusement, après bien des cris et des coups de fouet, le chargement est passé et la porte est retombée sur ses fondations. Il y avait eu plus de peur que de mal. Quant à moi, j'ai pu vendre toute ma marchandise sur la place du marché et j'ai fait de sacrées bonnes affaires ce jour-là. Ah, c'était le bon temps en ce temps-là. Vous pensez que je vous raconte des mensonges? Mais regardez, il me reste mon chien de cette époque. Il s'appelle Philax. C'est un tout beau chien, et je ne l'échangerai pas contre la plus belle ferme bernoise. Il est si intelligent que vous n'en trouveriez pas de semblable dans toute la Romandie. Savez-vous ce qu'il a fait la semaine dernière? Mon frère Sépli a voulu s'acheter une vache à Arao. Je lui avais préparé l'argent dans un tiroir de la cuisine. Il est parti alors qu'il faisait encore nuit. À la pause de 10 heures, je vais boire un coup à la cuisine, j'ouvre le tiroir, et qu'est-ce que je vois? L'argent de la vache. Que faire? Je prends une vessie de porc, j'y glisse l'argent, je siffle mon chien et je lui explique. Écoute bien, Philax. Sépli est allé à Arao s'acheter une vache, mais il a oublié son argent ici. Je vais t'accrocher cette vessie à ton collier. Prends le chemin le plus court pour atteindre Arao, retrouve Sépli au marché. Allez, cours-y vite! Mon chien secoua la tête et disparut dans un nuage de poussière. Pendant ce temps, à Arao, Sépli avait trouvé une toute belle vache noire et blanche qui lui plaisait plus que tout. Il avait convenu d'un prix avec le maquignon, mais quand il a voulu payer, il s'est aperçu qu'il avait oublié l'argent. Le marchand a ri jaune en pensant par derrière lui. Ce Sépli se moque de moi. Quel sacré plaisantin tout de même. Marchander une vache et ne pas avoir d'argent. À cet instant précis, ouah, ouah, Philax est apparu, en aboyant, et a fait le beau devant Sépli pour lui passer la vessie de porc. Le maquignon s'est signé en cachette, car il lui semblait qu'il avait assisté là à quelque chose de pas très catholique. Philax était aussi mon compagnon de chasse favori. Dans la forêt du cloître de Saint-Urban rôdaient pas mal de renards qui venaient parfois jusqu'à ma ferme pour me voler des poules. Un jour, j'ai voulu leur montrer qui était le maître ici. Mais n'imaginez pas que je les ai simplement visés pour les tuer. Non, écoutez plutôt. J'avais une carabine à double canon. Je l'ai remplie avec des clous. Chaque fois que je voyais un renard, je le tirais, et il se retrouvait cloué par la queue à un arbre où il restait prisonnier. Le lendemain matin, j'ai attaché les renards avec des chaînes et je les ai traînés dans mon écurie. Philax les a surveillés, et je ne leur ai rendu la liberté que le jour où ils étaient tous apprivoisés et si paisibles qu'il ne leur venait plus à l'idée de manger les poules des autres. Je chassais les lièvres sans fusil. Quand je trouvais des crottes de lièvre fraîches dans la forêt, j'y versais du poivre et une pincée de civette. Je mettais cet appât sur une souche. Le parfum de la civette attirait les lièvres de très loin. Ils venaient tout près pour renifler. Mais le mélange les obligeait à éternuer si fort, qu'ils s'assommaient contre la souche. Je n'avais plus qu'à les ramasser. Grâce à cette ruse, je ramenais des chargements entiers de lièvres. Nous avions de la viande pour tout l'hiver. Un jour, il m'est arrivé de tirer un lapin et de descendre du même coup un corbeau qui était perché en haut d'un arbre. De joie,
J'ai tapé des mains au-dessus de ma tête. Oh, surprise! 2 blanches colombes sont tombées mortes à mes pieds. Croyez-moi si vous voulez, mais le lapin pesait presque un demi-quintal. Une autre fois, je vise un ramier, mais ma carabine s'enraye. Je regarde dans le canon, je vois arriver le coup. J'écarte la tête et je tue un renard et un lièvre qui passaient par là. Sous l'émotion, je dirige mon fusil vers le ciel et le ramier passe à son tour l'arme à gauche et tombe à mes pieds foudroyé. Bon, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Sinon, vous allez croire que je vous raconte des mensonges.